bienvenue dans cette nouvelle émission et bonjour Mélanie. Bonjour Vincent. Alors nous sommes ravis de vous accueillir dans ce programme inédit et innovant. Nous allons emprunter les itinéraires qui nous mèneront vers les sites remarquables au cœur de l'Indre en Berry et pour découvrir toute l'offre touristique et l'offre touristique dans toutes ses composantes. En effet Vincent, donc nous allons découvrir les richesses culinaires mais également nos bonnes adresses pour vivre des expériences inoubliables et puis aussi à travers nos sentiers buissonniers pour s'instruire et se cultiver. Et puis une thématique comme chaque mois. Ce mois-ci, nous nous intéresserons aux hébergements insolites dans l'Indre avec nos invités que nous vous présenterons dans quelques minutes. Mais sans plus tarder, voici la première étape de notre itinéraire B. Aujourd'hui, direction le bistrot des grands chefs. Et nous allons faire la connaissance d'Élise Comon qui est traiteur à Brion. Elle, avec ce joli nom d'Élise qui donne évidemment envie et elle va nous préparer des côtelettes au panais, des côtelettes de porc au panais et au poire. Aujourd'hui, je vais vous proposer des côtes de porc au panais et au poire. Et là, donc, je vais vous confectionner le panais sauté avec des poires sur nos côtes de porc. Alors, je vais d'abord mettre un petit peu de gras dans le fond de ma poêle, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. C'est mieux de mélanger parce que l'huile, c'est vraiment l'huile pour la friture et le beurre donne une petite odeur et rentre dans la viande plus facilement que l'huile. Donc ça donne un petit parfum aussi à la viande différent. Donc voilà, je les fais juste un petit peu revenir. Donc pendant ce temps, je vais éplucher mes panais et j'ôte, si vous voyez, il y a donc ce cœur qui est plus blanc. Et ça, c'est un côté qui reste très amer, donc je l'ôte pour vraiment ôter l'amertume du panais. Les deux côtes, je les mets de côté pour continuer après. Je vais rajouter un petit peu de miel. Et je vais mettre les panais à dorer. Le miel a caramélisé déjà, donc ça va bien enrober le panais et ça va vraiment donner un goût, sachant que le panais a déjà une petite saveur sucrée. Voilà, donc on va laisser dorer ça gentiment. Et donc pendant que mes panais sont en train de dorer avec ce caramel de miel, je vais préparer les poires. Donc la comisse rouge et la comisse blanche. Donc la comisse, je vais la préparer comme le panais, je vais les couper en lamelles. Sachant que le panais, on a plutôt tendance à croire que c'est un légume donc un peu acide. Et en fait, c'est vraiment ce côté sucre du panais que je veux refaire ressortir avec ce miel, donc la cuisson dans le miel et l'accompagnement avec les poires. Voilà, mais le caramel est bien enrobé. On voit très bien que les panais ont bien pris la couleur, donc c'est joli. Donc maintenant, je vais monter mon plat. Mes côtelettes, je les ai donc fait pré-cuire dans la poêle, mis dans le plat, un peu de sel, un peu de poivre. Et maintenant, donc, je vais monter. Pour décorer mes côtelettes, je vais monter en écailles, poire et panais. Et au niveau goût, après, quand on va manger le panais, il y aura vraiment le mélange des deux saveurs. Le panais, il faut qu'il soit bien cuit, mais restera toujours quand même un petit peu plus ferme. Donc voilà, j'ai fini de préparer mon petit damier. Et maintenant, je vais mettre ce plat donc, dans le four chaud pendant 20 bonnes minutes. Donc le four, je le mets à thermostat 7 ou 180 suivant les différents fours. Donc voilà, notre plat a bien donné son effet. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs, le panais, on voit bien la différence entre le panais et les poires. Et maintenant, on peut déguster. Voilà pour Élise Comon. Alors ça a l'air délicieux, mais je crois, Mélanie, que nous allons bien le découvrir en vrai. Oui, car Élise Comon, notre chef, viendra tout à l'heure nous retrouver sur le plateau pour faire déguster son plat à nos invités et ce sera comme ça tous les mois.
Alors nos invités justement, accueillons-les. Nous débattons aujourd'hui des hébergements insolites, roulottes, les yourtes, les maisons bulles, les cabanes dans les arbres ou encore eh bien, les tentes inuites. Les offres se multiplient pour le plus grand plaisir finalement des amateurs de nouvelles sensations. À mes côtés, Gaëlle, bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les relais indriens oui. que vous proposez sur Clion-sur-Indre, que sont les relais indriens? Les relais indriens, c'est un village hôtelier atypique, donc on vient y dormir sous des tentes inuites, aménagées comme des chambres d'hôtel, enfin, avec le confort du moins d'une chambre d'hôtel. On va voir ce que ça donne en image justement pour nos téléspectateurs. Mais oui, dans un environnement plus naturel et plus atypique. Au cœur voilà, d'une nature. Voilà, au cœur, oui, c'est dans un champ en pleine nature. Donc auparavant, les gens ont peut-être connu à Azelferron, et là, comme vous venez de le dire, effectivement, pour la saison 2015, l'implantation du nouveau village se fera donc à Clion. Avec une cuisine, des il y a une cuisine commune, tout est, voilà. Il y a là, je suis en train de restaurer donc une petite maison c'est un corps de ferme avec plusieurs bâtiments. Donc là, je restaure un des bâtiments en maison commune dans laquelle il y aura cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, etc. Et puis vous avez des toilettes sèches en extérieur. Pour une nuit, pour un week-end, pour une semaine, voilà. En amoureux, en famille. Entre amis, comme on veut, Très bien. Merci. Donc en face de vous, Gaëlle Philippe Delage, merci d'être à nos côtés pour nous présenter un concept novateur et dont vous êtes le premier en fait à avoir travaillé en région centre et à vous être implanté, c'est la Maison Bulle. Votre Maison Bulle est située à Montgivray sur le secteur de la Châtre et devrait ouvrir ses portes d'ici quelques mois. Alors d'ici quelques mois, ce sera plutôt d'ici quelques longs mois à la fin de l'année, avant la fin de l'année. Donc une maison bulle, c'est une maison bulle enterrée. D'accord. Sur un terrain en pente, orienté plein sud, et qui sera bioclimatique. D'accord. Et alors, une capacité d'accueil d'environ combien de personnes? Alors au départ, il y aura une capacité d'accueil de 3 couples, on va dire, et par la suite, une quinzaine de personnes. Vous nous avez amené une maquette, on voit bien justement par le dessus qu'elle sera complètement intégrée à la nature. Hein. Le toit vert, c'est de la végétation. Tout à fait. Hein. La maison est complètement intégrée dans le paysage. Hein. D'en haut, puisque le terrain est en pente comme ceci, le sud est par là. C'est pour ça que les fenêtres sont orientées vers le sud. Les passants qui passeront, ou les visiteurs qui passeront dans la rue ne verront pas la maison puisqu'elle est complètement invisible. Il n'y a que les puits de lumière qui distingue qu'il y a une maison ici. Alors vous nous expliquerez tout à l'heure que c'est aussi un concept architectural que vous faites partager finalement, y compris à des étudiants en architecture. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur ces images. Vous avez accueilli des stages et vous en accueillerez d'autres. En tout cas, cette technique de construction est bien particulière. Et puis avec nous également Cécile Massouvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de Logis Nature, Logis L'_AUGIS, c'est important aussi pour l'écriture. Oui. Et une offre, je dirais, complète. Il y a à la fois des roulottes, à la fois des cabanes dans les arbres, et ça se situe du côté de Villentroy. Oui, c'est à Villentroy, donc à la limite nord de l'Indre. Nous sommes entre Valençay et Saint-Aignan, c'est-à-dire limitrophe du Loir-et-Cher. Donc dans une futaie de chêne, nous avons implanté 2 cabanes, une yourte et une roulotte. Pourquoi Logis Nature? C'est parce que l'endroit s'appelle les Augis, AUGIS. Donc on savait parfaitement écrire le mot logis, mais c'était un petit jeu de mots d'appeler cette structure Logis Nature. Alors nous débattrons avec vous dans quelques minutes de cette nouvelle tendance de consommation, puisque c'est une réalité économique de vos projets de développement également, c'est important, et puis des problématiques auxquelles vous pourrez être confrontés aujourd'hui. En attendant, Mélanie, prenons un nouvel itinéraire, celui de nos bonnes adresses. En effet, Vincent, donc c'est une chronique du type on a testé pour vous, et aujourd'hui nous vous proposons de tester avec nous une activité très tendance, un atelier culinaire. Donc direction le centre-ville de Châteauroux dans la boutique C'est qui le chef, et à l'occasion d'un atelier culinaire spécial macaron, nous avons joué les chefs avec Laurent Fortat. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, on va commencer tout de suite. Là, je vois, c'est qui le chef? Je vous vois tous les deux, là. C'est qui le chef? C'est nos clients. Alors, voilà, c'est qui le chef? C'est une question. C'est donc, avant tout, un concept.
Voilà, c'est une boutique à la base d'ustensiles de cuisine où nous donnons des cours de cuisine. On est dans une terre où on aime bien manger, où on aime les bonnes choses. Et voilà, du coup, ça s'inscrivait vraiment dans une logique naturelle de la région. Comment ça se passe? C'est un plat, un menu, un repas complet? En fait, on a 3 formules différentes. On a une formule sur un thème précis, ce que vous allez faire aujourd'hui, les macarons. Il y a l'apéritif dînatoire, d'autres thèmes de ce type-là. On a également le retour du marché. Donc on va faire son marché sans savoir ce qu'on cuisine à l'avance. Et en fonction de ce qu'on trouve, on crée son menu. Et est-ce qu'il y a des cours aussi pour enfants? C'est seulement pour adultes? Non, c'est pour nos chers bambins, les petits chefs. Hein. C'est les mercredis et samedis et pendant toutes les vacances scolaires, tous les jours. Il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on est profane comme moi de cuisine, c'est qu'on est dans une cuisine comme à la maison. Voilà, c'est ce qu'on a recherché, c'est que les gens s'identifient comme s'ils étaient chez eux. Qu'ils n'aient pas le blocage de se dire j'ai affaire à du matériel professionnel. Là, on est vraiment dans une cuisine, ce qu'on va appeler ménagère, voilà, qui va nous permettre que les gens, tout le monde s'identifie, tout le monde se reconnaît un peu dans cet élément de cuisine. Donc c'est la main du haut qui presse. La main du bas, elle sert juste à guider. Ça va? Alors là, vous redessinez un petit peu encore. Voilà. Hop. Toujours au même endroit et essayez d'être plus bas. Voilà, là on est pas mal. Vous avez le plus souvent des novices ou des... Alors, c'est varié. Des fois, oui, j'ai des gens qui viennent confirmer entre guillemets, leur talent. D'accord. Voir si, en effet, au niveau de professionnel, est-ce qu'ils sont au niveau. Oui, en effet, j'ai des gens qui viennent vraiment chercher de la vraie technique pour faire plaisir à la famille. Voilà, de façon à pouvoir rentrer chez eux, à avoir appris quelque chose de nouveau et répercuter les choses chez eux. Bon goût? Allez, c'est parti. Alors Mélanie, test réussi. Test parfaitement réussi, Laurent, et nous avons hâte de faire le prochain test le mois prochain. Et comment? Retour sur notre plateau d'itinéraire B avec nos invités pour évoquer les hébergements insolites. Mélanie, en maison bulle, en tente, en cabane dans les arbres, en roulotte, ces offres ont conquis les amateurs de nouvelles sensations et d'expériences insolites, mais aussi de tourisme nature, ce qu'on appelle le tourisme vert. C'est une réalité à la fois touristique et économique. Oui, cela représente une nouvelle tendance de consommation touristique. L'hébergement insolite répond depuis quelques années déjà à une recherche de la part des touristes de contact avec la nature dans un contexte qui doit être confortable, original et écologique. Ces nouvelles formes d'équipements qui sont complètement intégrées à l'environnement, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Gaël, hein, ces tentes inuites qui sont complètement intégrées à la nature, ou Logis Nature, Madame Massoubre et ses cabanes dans les arbres. Cela permet en fait à nos clientèles touristiques de changer de rythme à deux, donc en couple, en famille ou entre amis, en groupe. On sait qu'aujourd'hui, les touristes sont en quête de sens et qu'ils ont besoin de rompre avec le stress de la vie quotidienne auquel ils sont confrontés. Il est également important de dire, Vincent, que ce type d'hébergement permet de conforter, pour nous professionnels du tourisme, hein, le développement et l'attractivité de notre destination. Alors justement, on va évoquer cette attractivité du territoire. Cécile Massoubre, qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure? C'est justement autour de vous, on vous a dit, tiens, on a un cadre sympa ici, on pourrait imaginer un habitat différent, une solution d'hébergement différente. Alors l'idée nous est venue parce que j'ai offert un coffret cadeau à mon fils, qui a eu beaucoup de mal à l'utiliser. Il a dû aller très loin en Bretagne et il est revenu tellement enchanté il était vraiment enthousiasmé par son court séjour. Que ça nous a donné l'idée de développer ce concept. On avait une futaie en chêne à côté de chez nous et qui était exploitée pour du bois de chauffage, hein, tout simplement. Ce qui explique qu'on a voulu quand même conserver ce cadre très naturel. C'est pas un parc paysager, ça reste une forêt avec des tas de bois qui sont destinés à finir dans la cheminée. Et finalement, ça nous a permis, et notre idée c'était aussi de rencontrer beaucoup de gens différents,
d'avoir une activité économique et relationnelle qui nous convenait parfaitement, parce que je travaille aussi dans le domaine du tourisme, donc c'était une continuité quelque part. Et la mise en route du projet a été un petit peu longue et compliquée, parce que dès l'instant où on sort des sentiers battus, c'est assez complexe de mener à bien un projet. Mais on a fini par y arriver. Et dans un premier temps, on a exploité la première année avec seulement 2 cabanes et une yourte, parce que pour des délais de fabrication, la roulotte n'est pas arrivée suffisamment tôt. On a eu la roulotte que lors de la 2e année d'exploitation. Et pour chaque type d'exploitation et pour chaque type, il y a des normes, des règles à respecter. Oui, des normes, des contraintes, mais après, il faut se faire aider par des professionnels, déjà dans la façon dont on se procure ces habitats insolites. Vous le trouvez facilement en Non, France, c'est pas simple, non, voilà. non, c'est pas simple, mais bon, en cherchant, on finit par trouver. Alors vous, Philippe, vous vous êtes donc lancé dans l'aventure en 2010. Et est-ce que vous, justement, Cécile nous parlait de difficultés, est-ce que vous avez rencontré ou vous rencontrez encore certaines difficultés, qu'elles soient d'ordre administratif, de respect de normes ou encore des difficultés qui peuvent être liées aussi à des financements pour votre projet? Alors pour l'instant non, je ne rencontre pas de grosses difficultés. C'est au départ de l'autofinancement. La difficulté qu'on a eue, c'est quand même vis-à-vis des banques, parce qu'on construit quelque chose qui est complètement hors norme, donc ça fait peur. Donc pour l'instant, c'est de l'autofinancement. Et pas de grandes difficultés, au contraire, ça a été très bien accueilli dans le village. Donc plutôt un bon accueil de la population locale et de la municipalité, j'imagine, qui vous a donné toutes les conditions pour vous. Tout à fait, le maire a été extraordinaire, la DDE aussi, m'a demandé de rencontrer l'architecte conseil. Et tout le monde a été super emballé. Donc, Alors Gaëlle, effectivement, c'est un village itinérant pour de vrai, puisqu'effectivement, vous avez évoqué la Zelle-Ferron, bientôt Clion-sur-Indre. Et là aussi, vous fondez complètement, je dirais, dans la nature, je dirais au milieu de presque nulle part. C'est un peu le concept aussi, le but du jeu. Oui, c'est le but du jeu, oui, c'est de se confondre avec la nature et puis d'être au cœur même de la nature, quoi, d'avoir un... Ce qu'il y a de bien sur l'hébergement en tente, c'est qu'il n'y a pas d'isolation acoustique. Donc, quand vous êtes confortablement allongé, vous entendez tout ce qui se passe dehors. Donc, parce que la nuit, il y a de l'occupation. Alors, on peut évoquer voilà, l'offre, comment elle est distribuée. Oui, alors en termes de communication et commercialisation, justement, sur quel réseau vous communiquez? Comment est-ce que vous commercialisez? Et vous, Philippe, quelles sont les solutions que vous envisagez justement pour la commercialisation et la promotion de votre hébergement? Alors moi, c'est principalement Internet aujourd'hui. J'ai entre 300 et 400 visiteurs par jour sur le site Internet. J'ai à peu près 2000 abonnés à la newsletter. Et puis, je prévois de m'inscrire certainement au Gîte de France, certainement à l'Office de tourisme départemental. Voilà, c'est les principaux canaux de distribution. Donc, vous prévoyez quand même une labellisation qui est aussi un gage de qualité. Tout à fait, une labellisation. Et puis, on est dans une région, on dit souvent qu'on est un petit peu perdu, et justement, le fait d'être atypique, fait qu'on essaye de faire connaître le Berry, qui a plein de choses à voir. Autour de chez moi, il y a la maison de Georges Sand, le château de Sarzay et la Maison Bulle, qui est un habitat troglodyte contemporain, on va dire. Cécile Massoubre, voilà, vous intégrez vous aussi ces coffrets, comme on dit. C'est pas toujours évident non plus, ça nécessite des règles. Oui, bien sûr. Donc nous, le principe, c'est que les gens viennent chez nous pour une nuit ou parfois 2. Notre principale porte d'entrée, c'est notre site internet. Bien sûr, on adhère aux offices de tourisme de proximité et on figure dans leur petit catalogue annuel. On a parfois des liens qui nous permettent d'être reliés à leur site. Mais vraiment, là, je pose la question à tous les visiteurs qui arrivent et on va dire que 98% de ces visiteurs nous ont connus par le biais du site internet en tapant des mots-clés, avec bien sûr un référencement qui nous permet de remonter sur tout ce qui est mots-clés, cabane, insolite, week-end en amoureux en région centre. Enfin bon, on a essayé de... C'est une découverte, c'est un rêve d'enfant, de dormir dans un arbre, d'entendre le bruit des animaux la nuit. Il y a toujours des écureuils qui se promènent. Certains chanceux peuvent voir des petits chevreuils. Bon, ça, c'est pas ce rendez-vous, hélas. On aimerait bien. Donc c'est plutôt une découverte une nuit dans un bois avec tous les bruits qui... Je rejoins ce que dit Gaëlle, c'est que la nuit, lorsqu'on dort dehors ou presque, parce qu'avec un petit peu de bois autour ou une toile, ça n'isole pas beaucoup, c'est de prendre connaissance de tous ces bruits qu'on a complètement oubliés. Et qu'on n'entend pas le jour. Tout à fait.
Un dernier mot très rapidement sur une offre de prix, peut-être pour se donner un ordre d'idée de ce que représente une nuit sous une tente Inuit pour 2 personnes. Alors une nuit en semaine, 2 personnes, petit déjeuner inclus, 79 €. Le week-end un petit peu plus cher, 99 €. D'accord. Et vous, Cécile? Alors en ce qui nous concerne, nous les forfaits pour la roulotte sont de 70 € la nuit, petit déjeuner compris, 80 € pour la nuit en yourte et 120 € en cabane pour 2 occupants. Ensuite, il y a un supplément pour les occupants supplémentaires, 3e et 4e occupants, en fonction de l'âge, si c'est un adulte ou un enfant. Donc les lits sont faits à l'arrivée, c'est des lits avec des couettes, enfin c'est coloré, il y a du chauffage d'appoint. Et puis les petits déjeuners sont amenés dans des corbeilles en osier que les gens ont la charge de hisser sur leur cabane, sur leur terrasse le matin, s'ils veulent déjeuner. Et le matin, vers 8h30, on livre les petits déjeuners qui sont copieux, abondants, et avec des boissons chaudes en thermos. Donc on leur dit qu'ils ne sont pas obligés de nous attendre, ils peuvent dormir jusqu'à 10h, ça ne pose aucun problème. Philippe, vous avez déjà fait vos tarifs? Pas vraiment encore. On a une ordre d'idée en tout cas. Un ordre d'idée, je pense être entre 70 et 120, 130 € en chambre d'hôte. Voilà, peut-être en fonction de la saison, week-end, semaine. Tout à fait, en fonction de la saison, en fonction de... On veut faire également table d'hôte, puisque mon épouse cuisine beaucoup. Et on aime recevoir, donc une prestation supplémentaire. Une prestation supplémentaire en plus. Ouais. Alors justement, de la cuisine, on va en parler dans un instant avec vous. Merci à tous, vous restez. Bien entendu, pour cette dernière séquence, nous partons bien sur les itinéraires des lieux magiques, nos sentiers buissonniers, puisque le département, justement, regorge de lieux à découvrir. Oui, c'est l'histoire de notre territoire. C'est aussi, et bien souvent, on ne le sait pas assez, de grandes aventures qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Savez-vous, Vincent, qu'un immense monsieur du cinéma a choisi l'Indre comme cadre pour le tournage d'un film culte du 7e art français? Je pense que vous voulez parler du grand monsieur Tati. Effectivement, Vincent, il s'agit de Jacques Tati qui a tourné à Sainte-Sévère en mai 1947 son œuvre Jour de fête. La commune, évidemment, en a gardé des traces et pour se souvenir encore mieux et rendre un bel hommage à Tati, la maison Jour de fête a vu le jour en 2009. Au cœur du petit village de Sainte-Sévère. Et donc partons à la découverte de ces lieux avec Mathilde Duplessis. La maison de jour de fête a été créée en 2009. On y propose un parcours spectacle autour du tournage du film de Jacques Tati, Jour de fête, qui s'était déroulé ici à Sainte-Sévère en 1947. On plonge dans le tournage à travers le regard d'un enfant qui s'appelait Marcel, qui avait 12 ans, qui nous explique comment tout s'est déroulé. Alors il faut imaginer que Jacques Tati est arrivé en 1947 avec toute son équipe de tournage. Le tournage a duré 6 mois, il s'est réalisé avec seulement 6 acteurs et la participation de tous les habitants du village. L'accueil du public se fait dans un bureau de poste reconstitué. Donc là, on entre vraiment dans l'univers de François le facteur. On retrouve des objets qui lui étaient familiers au bureau de poste et on peut s'amuser aussi à décrocher les téléphones. Et dans les téléphones, on aura des extraits du film. Eh ben, sacré va Dieu, qu'est-ce que t'as foutu chuter chez toi? Bah quoi, t'as jamais vu de vernis? Attends, arrive. Ensuite, on passe dans une seconde salle qui est en fait une tente de spectacle itinérant. Et là, on assiste à la projection des actus de 1947. Donc on découvre l'histoire du tournage du film. Après la tente de spectacle, on change de salle. Donc on traverse les studios d'Épinay-sur-Seine pour se rendre dans le célèbre Café Bondu. Devant, vous poussez la porte et vous avancez dans le studio. Merci bien. On retrouve un personnage, Pierre Del. Ce monsieur a été à la fois acteur, décorateur et accessoiriste sur des films de Jacques Tati et il livre quelques-uns de ses secrets d'effets spéciaux de l'époque. La lumière est toujours égale, tandis qu'en décor naturel, si on le faisait, on verrait le matin que c'est éclairé par la fenêtre de là, et puis l'après-midi, évidemment le soleil a changé et la lumière s'éclaire de l'autre côté. C'est vraiment quelque chose d'inattendu parce que c'est tout en mouvement et c'est très interactif. Il y a un côté pédagogique. C'est-à-dire on peut comprendre dans le Café Bondu tous les trucages qu'il y a eu. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. D'ailleurs, nous avons passé des conventions avec collèges et là, on pour parler avec les lycées aussi ou des écoles de cinéma pour développer cet aspect pédagogique.
Pour faire évoluer ce site, eh bien, nous sommes en train d'acquérir la maison qui est juste derrière moi et on est en train de préparer le projet pour l'avenir pour pouvoir donner encore une autre dimension et pouvoir accueillir un public aussi plus large. Nous avons en parallèle tous les ans le festival du court-métrage. Et là, on va arriver à la 9e année et c'est quelque chose qui est très important aussi pour la notoriété de la maison Jour de Fête. La maison Jour de Fête à Sainte-Sévère qui vous accueille toute l'année. Les coordonnées s'affichent dans le bas de votre écran, le site internet et le numéro de téléphone. Retour sur notre plateau d'itinéraire B avec nos invités sur les hébergements insolites de l'Indre-en-Berry. Et nous accueillons, Mélanie, un nouvel invité. Finalement, c'est notre grand chef, Élise Caumont, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue Élise, rejoignez-nous. Bonjour, bonjour. Élise, donc les délices d'Élise à Brion, notre cuisinière qui nous a préparé des côtelettes de porc au panais et aux poires. Bonjour Élise. Que je vais faire déguster à nos invités en même temps. Donc pourquoi avoir utilisé le panais qui est un légume oublié, Élise, et cette curieuse, je dirais, association avec les poires, ce mélange sucré-salé? Alors déjà oui, le panais est un légume oublié comme vous dites et souvent ces légumes c'est qu'on ne sait pas comment les cuisiner, quoi faire avec et le classique, ça reste la purée, mais on peut vraiment faire beaucoup plus de choses avec. Et là, ce côté sucré-salé, c'est vraiment pour mettre en avant les deux saveurs et vraiment pour faire ressortir le goût du panais. Et où est-ce qu'on trouve justement le panais? Sur nos marchés, j'imagine? Oui, alors chez nos producteurs, nos maraîchers du département et aussi bien sûr tout ce public qui joue sur cette alimentation bio, en sachant que dans tout ce qui est potager de Vesle ou les AMAP, on ressort justement tous ces légumes oubliés et le panais est cultivé d'octobre à mars, donc pendant toute la période d'hiver. Donc c'est un plat d'hiver, effectivement. Voilà. Comment pensent nos invités, ce petit mélange très original? Impeccable, ouais. Très bon. Très bon. Le fondant de la poire donne un côté beaucoup plus lisse au panais, qui est un légume dont on ignore la saveur. Hein. Ça permet de découvrir, mais le côté sucré de la poire est intéressant avec de la viande. Philippe, vous connaissiez pas du tout ces mélanges sucré-salé comme ça? Pas du tout. Et en même temps, on sent, voilà, on aime bien ce genre de choses. Hein. Le mélange du sucré-salé est vraiment très goûteux et un petit côté frais. Un petit côté frais, même si c'est chaud. Il y a un petit côté frais. Et moi, Donc, merci beaucoup, Élise, d'être venue. Merci pour votre plat. Mais merci à vous, Cécile Massoubre, donc Logis Nature à Villan-3, Philippe Delage, l'Habitabule à Montgivray, et Gaël Bienvenu, les Relais Indriens, à Clion. Mélanie, on va se retrouver dans un mois pour de nouvelles et très belles surprises. Oui Vincent, nos invités plateau nous parleront de tourisme culturel et des problématiques liées à la conservation du patrimoine. Nous accueillerons également un chef avec une recette de saison et puis bien d'autres surprises dans nos chroniques, nos bonnes adresses et nos sentiers buissonniers. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec nos itinéraires.